Bonjour à toutes et tous. Alors on va parler de l'humilité clinique, un concept largement développé en philosophie de la médecine et notamment comment on peut proposer une clinique de l'incertitude. Alors comment on gère l'incertitude en médecine déjà? Eh bien, parce qu'il existe au moins trois sources d'incertitude. La première venant de l'incomplétude du savoir disponible, hein, la science ne connaît pas tout sur la pratique clinique. Des limites propres à la connaissance médicale, là ce sont les humains qui ne connaissent pas tout à la science qui existe, et puis des fois de la difficulté à distinguer les deux, c'est-à-dire à ne pas savoir ce que l'on ne sait pas ce que l'on sait, et ne pas savoir ce que l'on sait ce que l'on ne sait pas. Et donc voilà, on a toute une littérature sur cette gestion de l'incertitude dans le soin. Là, par exemple, dans cet article de Marie-Hélène Boucan, de cet ouvrage que nous avons co-dirigé, il y avait une citation qui introduisait: On mesure l'intelligence d'un homme à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. Citation rapportée à Kant. Et donc, incertitude qui peut être paralysante, hein. On peut estimer que dans certaines disciplines qui ne se questionnent pas sur cette notion d'incertitude, eh bien, il pourrait y avoir une peur de l'oubli, une peur de l'incertitude, alors qu'on sait que l'oubli est organisationnel, hein. Ça a été vraiment démontré dans des articles, des publications de sociologie, par exemple de Sorting Things Out de Bowker et Starr, et bien sûr que l'incertitude peut être une force également. Donc, il ne faut pas être paralysé ni occulter cette incertitude. Et pourtant, il y a donc beaucoup de raisons de l'occulter. Le scientisme, penser que seule la science pourrait expliquer le fonctionnement de nos patients, et puis bien sûr des comportements humains comme l'arrogance et des convictions ou le paternalisme. Alors à côté de ça, on pourrait proposer une clinique de l'incertitude, c'est-à-dire une manière de réfléchir à l'incertitude telle qu'elle se déploie dans la pratique. Et donc, avec quelques auteurs qui pourraient permettre de proposer quatre grands piliers. Aubry, hein, qui disait que c'est dans les interstices de l'incertitude, nommés par le soignant, que s'insinue l'espoir des malades. En fait, pour le dire tout simplement, c'est quand on ne sait pas trop ce qui va se passer que les patients espèrent que ça se passe bien. Et on sait bien qu'espérer que ça se passe bien est un facteur thérapeutique en soi. Inversement, une personne qui sait qu'elle est condamnée ne va pas se battre, pour le dire clairement. Deuxième temps, Jean-Claude Amezen écrivait, il faut pouvoir quantifier ce que l'on sait qu'on ne sait pas. Et voilà, si je vous demande est-ce que vous savez ce que vous ne savez pas, c'est pas évident. Et puis une posture d'incertain mais curieux, puisqu'en fait c'est finalement à travers l'incertitude que se développe la curiosité, l'envie de la combler. Et puis acquérir une compétence de l'incertitude, puisqu'en fait finalement on peut la manier un petit peu comme on manie notre raisonnement clinique, comme on en fait une arme. Quatre principes pour naviguer dans cette clinique de l'incertitude, donc des principes plus théoriques. Déjà, reconnaître qu'elle est inhérente à la pratique psychiatrique et qu'elle est donc une composante essentielle du soin. Deuxième principe, accepter la variabilité des diagnostics, des réponses des patients. Donc en fait, c'est vraiment cette lutte contre le scientisme, hein, qui dirait qu'il y a une connaissance immuable et fixe, alors qu'il y a une variabilité intra-individuelle, inter-individuelle, et dépendant de la relation entre le patient et le clinicien. Et puis faire de cette incertitude un élément de communication, donc de la réflexion, de l'intervention, simplement savoir dire je ne sais pas, qui est une vraie qualité, un vrai atout d'un médecin qui sait dire je ne sais pas et sait en faire quelque chose. Et puis bien sûr co-construire la compréhension sans imposer la vérité, qui est une nécessité. Il n'y a pas vraiment de réalité en soi, de vérité en soi en médecine, il faut vraiment arriver à concevoir qu'elle se construit avec le patient, avec l'entourage, avec la société. Eh bien, une clinique de l'incertitude, ça demande en fait une clinique de l'humilité, c'est-à-dire arriver à se décaler de ce qu'on peut savoir et ce qu'on ne peut pas savoir, et développer cette humilité clinique, eh bien, c'est déjà d'abord reconnaître ses limites, donc admettre que le savoir médical est limité, donc dire je ne sais pas, hein. Une prise de décision partagée, c'est des fois je ne sais pas, mais nous pouvons un peu mieux savoir, nous avons la réponse ensemble, et puis c'est une gestion réaliste des attentes, puisque il faut savoir être honnête et transparent en connaissant les limites du soin, ses limites à soi, les limites du patient lui-même, et savoir les dire, donc être humble par rapport à soi-même et également par rapport à la discipline. Voilà, une humilité qui, plus théoriquement, aurait une part conceptuelle, psychiatrie qui est en constante évolution, vocabulaire, concept, frontières diagnostiques sont toujours flous, et donc ce flou devrait être connu. Donc c'est un flou qu'il faut savoir manier, hein, dans le titre de cet ouvrage, une collaboration qui est ici, hein, de Vagueness in Psychiatrie, il y a vraiment toute une réflexion sur le vague. Comment manier le vague? Le vague, c'est par exemple l'idée qu'on a certains symptômes très centraux. On sait bien que dans la schizophrénie, il y a quelque chose qui revient souvent de cette bizarrerie en termes de ressenti, de ces délires et hallucinations, en termes de symptômes descriptifs, mais il y a quelque chose de flou autour, et des frontières floues parce que chaque patient est différent, il y en a qui sont plus ou moins ancrés dans leurs troubles, etc. Deuxième temps, humilité clinique pourrait avoir une part théorique émotionnelle, puisque accepter des sentiments comme le doute, l'anxiété, la frustration, c'est une qualité.
Et quand les réponses ne sont pas disponibles, eh bien, des fois, il y a cette frustration qui peut apparaître. Une humilité clinique qui passe par une part théorique relationnelle. Il y a une dynamique de pouvoir du patient dans la relation clinicien et patient. Il faut accepter avec humilité que cette relation de pouvoir doit être au moins connue et au mieux et idéalement déconstruite. Et puis une part théorique, bien sûr, puisqu'il faut vouloir apprendre des patients, des pairs et de la pratique psychiatrique elle-même. Voilà, merci pour votre attention.